Bonjour, dans cette vidéo, je propose de résoudre la troisième partie de l'examen de physique avancée 1 de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne de l'hiver 2018. Alors, ici, on a le problème d'une meule inclinée. Donc, on considère une meule composée d'un disque de masse R, grand M et de rayon grand R, et d'une tige de masse négligeable de longueur L perpendiculaire au disque. On dénote par G le centre de masse du disque. La tige est attachée en un point O fixe et est en rotation autour d'un axe vertical delta petit passant par O avec une vitesse angulaire oméga 1 est égale à phi point donné, pas nécessairement constante. On définit phi de t comme l'angle entre les projections de l'axe x1 et de la tige dans le plan horizontal, voir figure à droite. La tige est inclinée par rapport à un axe delta, petit delta avec un angle alpha. La meule tourne autour de l'axe de la tige à sa vitesse angulaire propre, oméga p égale oméga p de t. La meule est contrainte de rouler sans glissement sur un plateau horizontal qui est aussi en rotation autour de l'axe vertical grand delta à une vitesse angulaire constante oméga 2 donnée. La condition de roulement sans glissement est garantie par une force de frottement de type statique Fs. On néglige toutes les autres forces de frottement. Pour simplifier le problème, on supposera que l'épaisseur du disque est négligeable par rapport à son rayon. On définit le point P comme étant le point de contact instantané entre la meule et le plateau. On introduit le repère cartésien OX1, X2, X3, du référentiel absolu, où X1 et X2 sont dans un plan horizontal et X3 parallèle à l'axe petit delta, et le repère G, E1, E2, E3, où on définit les vecteurs de base par E1, c'est le vecteur OG sur la norme de OG, E2 c'est le vecteur GP sur la norme de GP, et puis E3 c'est E1, produit vectoriel de E2. La gravité G agit vers le bas. On définit les moments d'inertie d'un disque par rapport aux axes D parallèle et D perpendiculaire par I parallèle et I perpendiculaire, respectivement. Donc ici, on a le schéma. On voit par où passent les moments d'inertie du disque. Alors, ici, on a le dessin de la situation. On a ici l'angle alpha, la meule qui tourne autour du point O à une vitesse oméga 1. Et puis, on a la vitesse de rotation de la meule oméga P. La vitesse oméga 2 du plateau qu'on dénote phi point aussi. L'axe delta, grand delta qui est donc cet axe là, et puis l'axe petit delta qui est ici, et puis donc là on a notre meule avec le centre de masse G, le point P, et puis nos repères. Alors ça c'était pour la situation. Maintenant la question A. Énumérer les forces agissant sur la meule, disque et tige. Projeter les forces dans le repère G1, E2, E3. Donner les équations du mouvement du centre de masse en les projetant dans le repère G1, E2, E3 et en tenant compte des contraintes géométriques. Donc, on doit énumérer les forces tout d'abord et les projeter. Donc c'est ce qu'on va faire. D'abord, je vais les dessiner. Qu'est-ce qu'on a comme force? Alors tout d'abord on a le poids de la meule, ça c'est trivial, mg, comme ça, on part du centre de masse. Ensuite on va avoir la réaction normale de la meule, on va appeler ns, puisque forcément la meule elle est soutenue par le plateau, donc il y a une réaction du support. Et puis on a aussi une force de frottement, on nous a dit, une force de frottement Fs. Donc la meule, elle tourne dans ce sens-là. Donc elle aura une force de frottement sur E3, comme ceci, que je vais appeler Fs3.
Et puis elle aura une autre force de frottement qui s'oppose au mouvement, qu'on va appeler Fs perpendiculaire. Donc, il y a aussi, il ne faut pas oublier, la force de tension de la meule, qui est quelque part comme ça. Donc, je vais mettre ça sur proprement de manière vectorielle. Alors, on a bilan des forces. On a ici le poids. P égale à mg égale à... Donc, pour les vecteurs, on a moins mg ex3. On le voit, x3, ici, ça vertical, et puis mg, c'est sur moins x3. Maintenant, on nous demande de le projeter dans la base G1, E2, E3. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, on voit que le repère, ici, ici, on a un angle alpha. Donc ici, on a un angle pi moins alpha. Et donc, on voit que la projection sur x3 de E1, c'est moins cosinus de pi, je vais l'écrire plutôt propre, sur x3, c'est moins cosinus de pi moins alpha E1. Et puis pour le E2, on retrouve ça ici, un angle pi moins alpha. Et donc là, j'ai du moins sinus de pi moins alpha E2. Et ça me donne quoi? Moins cosinus de pi moins alpha, c'est cos alpha E1, moins sin alpha E2. Donc j'ai projeté mon vecteur x3. Je vais juste effacer ça pour pas encombrer trop le dessin. Donc c'est égal à moins mg cos alpha E1 moins sin alpha E2. Et puis je vais distribuer le moins, c'est juste par question, ou bien non, je vais pas le faire, on laisse ça de cette manière-là. On a projeté le poids. Maintenant, la suite, je vais prendre la réaction du support, NS. On peut le faire dans l'ordre qu'on veut, hein, il s'agit juste de faire le bilan des forces. Je vais appeler ça le soutien. NS, donc NS, on ne connaît pas sa norme, c'est tout simplement NS, la norme. NS sur EX3, puisque c'est vertical, on le voit ici, c'est vertical sur X3. Donc NS fois vecteur unité X3, ce qui nous donne, on a fait la projection tout à l'heure, NS fois cos alpha E1 moins sin alpha E2. Et voilà. Maintenant, pour la suite, on a, je vais juste regarder si tout va comme il faut. On a les frottements, la force de frottement. Fs, donc on avait dit, on a déjà dit le poids et le support, maintenant il y a les forces frottement. On a Fs égale à, on a une composante comme ceci, je l'avais dit tout à l'heure, moins Fs perpendiculaire, et puis ça c'est quoi? C'est sur le côté, ici on a du moins sin alpha, on a du moins sin alpha E1, on le voit ici, c'est sur la même direction. Donc on a du, je vais dire moins Fs
Fs perpendiculaire fois sin alpha E1. Et ici, on a cosinus de pi moins alpha, ce qui fait cosinus alpha, donc on a plus cos alpha E2. Parce qu'ici, on voit, ici, c'est, on est sur du cosinus de pi moins alpha, donc c'est moins cos alpha, et puis le moins il est là. Et donc on peut écrire ça. Plus une composante Fs3 sur E3. On avait dit que c'était la force de frottement qui s'oppose à la rotation de la meule. Alors que l'autre, c'est une force frottement qui s'oppose à la rotation de la meule autour de l'axe de O. Donc ça c'était pour la force frottement. Et puis la dernière force, si je ne me trompe pas, c'est la tension. Alors ça va être assez trivial pour celle-ci. On va dire que c'est une certaine composante T1 sur E1 plus une certaine norme T2 sur E2 plus T3 sur E3. Voilà, on les connaît pas, il n'y a pas de projection à faire, c'est assez trivial. Donc on a fait le bilan des forces et on les a projetées dans notre repère. Donner les équations du mouvement du centre de masse en les projetant dans le repère. Donc on les a déjà projetées, maintenant on doit donner les équations du mouvement. Donc pour ça, on va utiliser le théorème du centre de masse pour poser, on va faire l'hypothèse que toutes les forces agissent sur le centre de masse. Donc théorème du centre de masse somme des forces égale à, donc on a P plus NS plus Fs plus T plus Fs plus T égale à MAG. Donc, maintenant les forces, je les ai. Pour poser mes équations du mouvement, maintenant, je dois exprimer mon accélération. Alors, je vais l'écrire en dessous ici. L'accélération s'écrit. Alors, l'accélération AG. Pour ça, pour expliciter l'accélération, je vais utiliser donc l'accélération dans un repère sphérique, vu qu'on a l'angle alpha, l'angle phi, ça c'est nos deux angles, et puis E1, E2, E3, on remarque que c'est analogue à ER, Eθ, Eφ. Donc, je vais utiliser l'accélération en repère sphérique. En coordonnées sphériques plutôt. Donc je vais citer la formule ρ point point moins ρ θ point carré moins ρ phi point carré sin carré θ ρ. Non pardon, ça c'est sur E1. Donc alors ρ θ phi, ça c'est tout simplement dans ma formule, hein, ce qu'on a trouvé. C'est pas dans notre problème, c'est après qu'on va faire les contraintes. Donc là, je cite la formule que l'on peut trouver aussi avec un raisonnement. C'était juste des trucs, des valeurs qu'on a prises, on a dit ρ, θ et phi, et puis on a trouvé la formule. Mais là, c'est pas notre problème. Donc, plus ρ θ point point plus 2 ρ point θ point moins ρ phi point carré moins ρ phi point carré sin θ cos θ E2 plus ρ phi point point sin θ
plus 2 rho point phi point sin θ plus 2 rho θ point phi point cos θ E3. Donc voilà, ça c'est notre formule pour accélération. Alors si vous vous demandez mais d'où ça sort ça, eh ben je vous encourage à essayer de le faire par vous-même. Donc vous prenez un repère et puis vous exprimez avec les coordonnées sphériques, vous placez phi et θ et puis vous avez plus qu'à dériver et puis vous obtenez ces expressions là donc pour l'accélération. Mais je vais pas le faire ici parce que ça prend beaucoup de temps et je ressors juste la formule. Donc maintenant cette accélération là c'est une formule brute mais il faut appliquer les contraintes de notre problème. Donc contrainte, alors j'ai ρ qui est égal à L qui est constant parce qu'on avait dit que L c'est la longueur de la tige et donc ça implique que L point égale à L point point égale à 0. Les dérivés sont nuls. Ensuite θ dans notre cas c'est égal à alpha, alpha qui est constant vu que la meule elle reste sur le support. Ça implique que alpha point égale à alpha point point égale à 0. Et donc plus que phi point, lui phi c'est la même chose. On a phi point qui est égal à oméga 1. On avait dit tout à l'heure, oméga 1 égale phi point, c'est la rotation de la meule autour de l'axe petit delta. Donc ça c'est nos contraintes. Et puis si on applique ça à notre formule, il nous reste plus que AG. Alors je vais prendre la première coordonnée, rho point point il disparaît. Il nous reste moins L oméga 1 carré sin carré alpha. Je l'écris. Moins L oméga 1 carré sin carré alpha E1. Donc ça c'est pour E1. Ensuite E2, θ point point est nul, rho point θ point c'est nul, il nous reste que ça. Moins L oméga 1 carré sin alpha cos alpha. Sin alpha cos alpha. E2. Et puis le dernier, on a rho phi point point, donc c'est plus 2 rho point phi point, plus 2 r θ point phi point, il nous reste que ce terme là, le reste c'est nul. Donc on a L oméga 1 point sin alpha. Parce qu'on nous avait dit que c'était pas forcément nul, phi point. Donc phi point point, c'est aussi, ça existe. Et c'est pas nul. Donc plus L oméga 1 point sin alpha E3. Maintenant, on a dit tout à l'heure, pour le théorème du centre de masse, que la somme des forces, donc c'est égal à M à G. Enfin, c'est plutôt grand M vu que c'est la meule. Là, je me suis trompé. Je vais l'écrire comme il faut. Parce que ça, c'est la formule générale, mais dans notre cas, la masse, c'est grand M. Voilà, donc j'ai plus qu'à écrire. Je vais écrire en dessous. Les équations du mouvement, donc du mouvement du centre de masse alors on a selon E1 on a
moins ml oméga 1 carré sin carré alpha, on multiplie par m, est égal à, maintenant je vais prendre toutes les composantes des forces sur E1. On a moins mg cos alpha E1, puis on a ns cos alpha E1, oh, j'ai même pas besoin de l'écrire le E1, vu qu'on sait déjà que c'est selon E1. ns cos alpha, et puis on a ici moins fs perpendiculaire sin alpha. Donc ça c'est pour, et il me reste, j'ai oublié, le T1 ici, T1E1. Voilà pour E1. Maintenant pour E2, j'ai moins ml oméga 1 carré sin alpha cos alpha. Alors moins ml oméga 1 carré sin alpha cos alpha égale à mg sin alpha. Je le prends ici. Moins mg fois moins sin alpha, c'est mg sin alpha. Ensuite moins ns sin alpha. Ensuite, et j'ai moins fs perpendiculaire cos alpha que j'ai ici. Et puis j'ai T2, E2, donc T2. Voilà pour E2. Et puis maintenant E3. J'ai ml oméga 1 point sin alpha E3. ml oméga 1 point sin alpha qui est égal à, on a fs3 selon E3 et T3. C'est assez trivial. On n'a que ces forces-là selon E3. Et donc voici les équations du mouvement du centre de masse. Donc en appliquant, en projetant les forces et en utilisant le théorème du centre de masse, et puis on a réussi à exprimer nos équations du mouvement. Et donc avec l'accélération en coordonnées sphériques, voilà nos équations du mouvement. Et on a répondu donc à l'exercice A. Et vous voyez bien qu'on nous demandait d'exprimer les contraintes géométriques. Et c'est pour ça que quand on a exprimé l'accélération, ensuite on a exprimé avec les contraintes. Déterminer les composantes du moment cinétique total LG de la meule par rapport à G dans le repère GE1, E2, E3 en fonction de I parallèle, I perpendiculaire, oméga 1, oméga P et alpha. Donc, pour ça, déjà je vais noter petit b, la question B. Pour le moment cinétique, on nous demande les composantes du moment cinétique. Donc, pour ça, déjà, on sait que le moment cinétique, ça s'exprime, le moment cinétique en G s'exprime comme le tenseur d'inertie Ig fois oméga, le vecteur vitesse angulaire. Alors avec Ig, c'est le moment d'inertie en G, c'est quoi? Donc là je vais exprimer dans la base E1. Donc ça va être sur E1, c'est I parallèle vu que c'est l'axe de la meule. 0 I perpendiculaire, donc ça c'est notre matrice diagonale, le tenseur d'inertie. E2 et E3 ils sont perpendiculaires à l'axe de la meule, et E1 ici c'est celui qui est parallèle, c'est pour ça qu'on a nos valeurs du moment d'inertie. Et oméga, c'est quoi? Et oméga, en fait, on a le moment cinétique total en G de la meule, c'est quoi? C'est qu'on a la rotation oméga P de la meule sur elle-même, mais on a la rotation autour de l'axe
autour du point O de la meule. Il faut aussi la prendre en compte. Donc, c'est une composition de rotation. Et donc, on a oméga 1 plus oméga P. Et donc, ça, c'est quoi? Oméga 1, il tourne autour de x3. Donc, on a oméga 1 x3 plus oméga P. Oméga P, il tourne autour de l'axe de la meule. Donc, c'est E1. Et donc, oméga 1 x3, on avait dit, c'est oméga 1 fois cos alpha E1. On projette, hein. Moins sin alpha E2. Plus oméga P E1. Et je vais l'écrire sous forme de composante. Ça va être plus facile pour la suite, pour le calcul. Enfin, pas sous forme de composante, mais sous forme de vecteur. Oméga 1 cos alpha plus oméga P moins oméga 1 sin alpha 0. Voilà notre vecteur oméga. On n'a plus qu'à expliciter le moment cinétique en G. Donc je vais dire que ça implique que LG est égal à I parallèle 0, 0, 0 hyperpendiculaire, 0, 0, 0 hyperpendiculaire, fois le vecteur oméga 1 cos alpha plus oméga P, moins oméga 1 sin alpha, 0. Donc on fait le produit maintenant, et puis on a que ça fait I parallèle fois oméga 1 cos alpha plus oméga P ça c'est selon E1. Et puis ensuite on a moins hyperpendiculaire oméga 1 sin alpha E2. Et puis selon E3, j'ai I perpendiculaire fois 0, ce qui donne 0. Donc j'ai rien. Je vais mettre un point juste pour dire c'est fini. Et on a fini la question. Donc ça implique que LG, je vais réécrire au propre sous forme de composante. C'est I perpendiculaire oméga 1 cos alpha plus oméga P E1 moins I perpendiculaire fois oméga 1 cos alpha E2. Voilà le moment cinétique en G de la meule. Donc, voilà pour la question B. La question C, exprimer le théorème du moment cinétique en G dans le repère GE1, E2, E3. Donner les expressions explicites en fonction de I parallèle et I perpendiculaire, oméga 1, oméga point, oméga 1 point, oméga P point, alpha, grand L et grand R, et des composantes des forces agissant sur la meule. Donc, on va faire ce qu'on nous demande. On va appliquer le théorème du moment cinétique. Donc, le théorème du moment cinétique nous dit donc la dérivée temporelle du moment cinétique en G est égale à la somme des moments en G, la somme des moments de force en G. Et donc, alors maintenant, pourquoi on nous demande de faire des choses comme ça? Alors déjà, vu qu'en solide indéformable, on travaille avec 3 points, et ben avec les équations du centre de masse et les équations du théorème du moment cinétique, on arrive à décrire de manière complète le mouvement d'un solide ou bien d'un point du solide. Parce qu'on a 6 équations différentielles avec des relations entre les forces,
Donc, ça nous permet de décrire de manière complète le mouvement d'un solide. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'exercice et qu'on doit trouver et calculer des choses comme ça. Donc, en solide informatique, c'est de cette manière-là qu'on étudie le mouvement. Alors, ça c'était une petite aparté. Donc, on applique le théorème du moment cinétique. Ce qui nous donne D2LG, je vais écrire là, D2LG sur DT, j'explicite l'expression. C'est égal à quoi? Je porte la dérivée. On a I oméga 1 point. Alors I, je fais la dérivée de ça. I c'est constant, ça s'en va. Oméga 1, ça fait oméga 1 point. Et puis cos alpha, ça va faire alpha point cos alpha. Alpha point c'est nul vu que c'est constant. Et donc il nous reste oméga 1 point cos alpha. J'écris plus oméga p point E1. Alors, là je vais l'écrire plus tard, la dérivée de E1. Ensuite, on a moins I perpendiculaire, oméga 1 point sin alpha E2. Parce que là, vous voyez, j'ai la dérivée, toujours qui est nulle, hein, de alpha point, ici aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai I perpendiculaire oméga 1 point sin alpha E2. Et donc maintenant j'ai aussi plus I fois oméga 1 cos alpha plus oméga p fois D de E1 sur DT moins I perpendiculaire oméga 1 sin alpha D de E2 sur DT. Donc là, c'est simplement de la dérivation qu'on fait. On dérive l'expression du moment cinétique. C'est purement des maths. Il faut juste savoir maîtriser donc les expressions. Alors maintenant, pour expliciter D de E1 sur DT et D de E2 sur DT, on va utiliser les formules de Poisson. Qu'on peut aussi prouver. Donc, par formule de Poisson, j'ai que D de E1 sur DT, c'est comment E1 varie au cours du temps. Alors E1, on voit qu'il varie quand oméga 1 varie, donc on a oméga 1 cross E1. Parce que la rotation de la meule et la rotation du plateau n'influent pas sur E1. Mais c'est la rotation autour de O qui influe sur la direction de E1. Donc on a oméga 1 cross E1. Ce qui nous donne oméga 1 fois cos alpha moins sin, cos alpha E1 moins sin alpha E2. Produit vectoriel de E1. Et il me reste donc, alors j'ai le E1 qui est collinéaire ici, et puis E2, règle de la main droite, j'ai E2 cross E1 qui me donne du moins E3. Il faut tout simplement appliquer la règle de la main droite. Donc moins E3, ça me donne du oméga 1 sin alpha E3. Voilà pour le D de 1 sur DT. Maintenant, j'ai D de E2 sur DT. C'est la même chose, il varie aussi selon oméga 1. C'est donc égal à oméga 1 fois cos alpha E1 moins sin alpha E2 cross E2. E2 c'est collinaire, donc ça va être nul. Et puis E1 cross E2, ça nous donne E3.
oméga 1 cos alpha E3. Voilà pour nos dérivées temporelles des vecteurs unitaires. Donc je peux écrire maintenant, ça applique que d de Lg sur dt est égal à i fois i parallèle fois oméga 1 point cos alpha plus oméga p point. C'est ce qu'on avait donc selon E1, puis moins i perpendiculaire oméga 1 point sin alpha E2, et puis on a plus, alors ici j'avais i, on aura le oméga 1 point qui va se multiplier, ça va faire oméga 1 carré cos carré, donc on a, enfin je vais plutôt factoriser oméga 1 carré sin alpha cos alpha fois i parallèle moins i perpendiculaire plus i parallèle fois oméga 1 oméga p sin alpha. Et ça c'est selon E3. Donc maintenant je regarde juste les notes. Donc on a bien ici, c'est là tout simplement on a factorisé par le oméga 1 carré sin alpha cos alpha. Donc parce que ici on l'a, la distribution, et puis ici aussi, donc on a factorisé, et puis voilà l'expression de la dérivée du moment cinétique. Maintenant on a qu'à somme des moments de force en G. Maintenant, on a la première partie de l'équation, donc le d de Lg, et il faut maintenant expliciter la somme des moments de force en G. Donc cela nous donne, donc on a G cross Mg plus Gp cross Ns plus Gp cross Fs plus Go cross T. Donc ça, déjà c'est nul, vu que Gg c'est égal à 0. Et puis on va expliciter le reste. On a que Gp cross Ns. Gp c'est quoi? C'est 0R0, c'est sur E2. On le voit ici. Gp c'est sur E2. Et puis c'est la norme, c'est R. Produit vectoriel de Ns. Ns c'était Ns cos alpha, Ns sin alpha 0, moins Ns, plus, on a ici toujours Gp, c'est toujours la même chose, 0R0, produit vectoriel de moins Fs perpendiculaire sin alpha, moins Fs perpendiculaire cos alpha, et puis Fs3 plus, ici Go c'est dans le sens inverse de E1, c'est moins L cross, le tout je le fais dans la base E1, E2, E3, ça j'ai oublié de le préciser, donc je projette tous ces vecteurs dans E1, E2, E3. Donc j'ai moins L 0, 0, 0 cross T1, T2, T3. Et ça c'est égal à, donc je fais le produit vectoriel, maintenant c'est mathématique. Donc cela me donne moins Rn
RNS cos alpha moins RNS cos alpha E3 plus l'autre produit vectoriel, il me reste FS3, il me reste RFS3 E1 plus RFS perpendiculaire sin alpha E3 plus le troisième produit vectoriel, on a quoi? On a LT3E2 et puis on a moins LT2E3. On fait tout simplement le produit vectoriel. Et voilà, j'ai explicité mes composantes de la somme des moments. Donc on a, je peux écrire donc, on nous a demandé d'écrire le théorème du moment cinétique en explicitant, donc j'écris, je isole pour chaque composante. Ici j'ai I oméga 1 point cos alpha plus oméga p point, c'est bien ce que j'ai, égal à RFS 3 selon E2. Donc je prends simplement les composantes. La composante sur E1 c'est ça, et puis ici la composante sur E1 c'est ça. Maintenant, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le centre de masse, je reprends tous les composants. E2, j'ai moins I perpendiculaire oméga 1 point sin alpha égale à LT3. Et puis selon E3, j'ai oméga 1 carré sin alpha cos alpha fois I parallèle moins I perpendiculaire plus I parallèle oméga 1 oméga p sin alpha, là je reprends simplement les composantes, égale à moins R ns cos alpha plus RFS perpendiculaire sin alpha moins LT2. Voilà pour l'équation selon E3. Et donc on a explicité le théorème du moment cinétique. Je peux encadrer ça pour ma solution. Et donc on a répondu à la question C. Donc c'est ce qu'on nous demandait. La question D, montrer que la condition de roulement sans glissement de la meule sur le plateau est donnée par oméga p égale oméga 2 moins oméga 1 fois epsilon sin alpha plus cos alpha, où epsilon égale à L sur R. Donc, déjà, je vais juste écrire D. La question. Déjà, on va écrire la vitesse du point P. Du point P s'exprime parce que la condition de roulement sans glissement, on va utiliser la condition de roulement sans glissement sur l'expression de la vitesse de P, mais avant ça, il faut d'abord exprimer la vitesse de P, avant d'exprimer notre condition. Donc c'est ce qu'on va faire. Je propose que vous preniez ici, avec le raisonnement, la vitesse du point P, d'un point P du solide quelconque, on peut la trouver en appliquant ce raisonnement-là. Donc, on trouve que Vp, mais ce raisonnement-là, bien sûr, vous n'avez pas à le faire dans l'examen, vous prenez simplement la formule. Vp égale à V de G plus oméga cross Gp. Donc,
ça c'est égal à quoi? La vitesse de G, c'est quoi? C'est oméga 1 cross OG, puisque c'est, vous savez, R point plus R θ point, et puis là notre R θ point c'est oméga 1 cross OG. Et puis plus oméga, grand oméga c'est quoi? C'est oméga 1 plus oméga P, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure pour le moment cinétique, c'est une composition de rotation. Donc on a oméga 1 cross GP plus oméga P cross GP avec oméga est égal à oméga 1 plus oméga P. Voilà. Maintenant, je vais expliciter en disant pour que la meule roule sans glisser, il faut que on nous dit que la meule elle roule sans glisser. Donc dans un roulement sans glissement, on a que le point de contact a une vitesse nulle par rapport au plateau. Donc dans notre référentiel, il a la vitesse du plateau. Donc on a Vp qui est égal à oméga 2, donc qui est égal à oméga 2 cross OP, puisque 2 par rapport au point O, on a la vitesse du point P qui s'exprime comme ça. Et donc ça maintenant ça implique que oméga 2 cross OP soit égal à oméga 1 cross OG plus oméga 1 cross GP plus oméga P cross GP. Alors, je pense que vous le voyez venir. On a OP plus... On a OP qui est égal à OG plus GP. C'est tout simplement la relation de Charles. Et puis on le voit ici. Donc on va pouvoir écrire oméga 2 cross OP est égal à oméga 1 cross OP plus oméga P cross GP. Voilà, maintenant je passe de l'autre côté le terme, ce qui me donne oméga 2 moins oméga 1 cross OP est égal à, je vais plutôt l'écrire dans le sens inverse, oméga P cross GP est égal à oméga 2 moins oméga 1 cross OP. Là on se rapproche de ce qu'on avait dans l'énoncé. Maintenant il suffit juste d'expliciter les termes et on va tout simplement retrouver la condition de roulement sans glissement. Voilà, tout simplement. Donc, on explicite. Oméga P, c'est ce selon E1. Donc, on a oméga P et puis GP. GP, c'est quoi? C'est selon E2. C'est RE2. Donc, on a oméga P R E1 cross E2 qui est égal à oméga 2 moins oméga 1. Et puis OP c'est quoi? C'est tout simplement c'est L. Donc oméga 2 moins oméga 1 ça nous donne quoi? Projeté dans la base ça nous donne cos alpha moins sin alpha 0. Vous savez parce que en fait oméga 2 et oméga 1 ils sont tous les deux selon x3.
Et donc, si on veut les projeter dans la base, il faut multiplier par ça. Ça, c'était le vecteur unitaire x3. Donc, on a ça, cross, produit vectoriel avec L, OP, ça s'exprime comme L sur E1, R, 0. Donc, c'est ce qu'on a, parce que ici, on a le vecteur OP, OP c'est OG plus, OP c'est OG plus GP, OG c'est quoi? C'est L, E1, et puis OP c'est R, E2, donc ça nous donne LR0. Et donc, cela nous donne que oméga P R E1 cross E2 règle de la main droite, ça nous donne E3. On a oméga P R E3 est égal à oméga 2 moins oméga 1. Je fais le produit vectoriel fois R cos alpha plus L sin alpha E3. Là aussi, quand on fait le produit vectoriel, on n'a que des composantes selon E3, puisqu'il y a les zéros en bas. Donc, maintenant, je vais diviser par R, et puis je vais utiliser ce qu'on a dit, epsilon égale à L sur R. Donc, ça me donne que oméga P est égal à oméga 2 moins oméga 1 fois epsilon sin alpha plus cos alpha, et c'est fini. Et je vais juste écrire à côté avec epsilon égale à L sur R. Donc on le voit ici, on divise par R, ça nous donne qu'ici ça disparaît, ici on a epsilon qui apparaît. Et voilà notre expression. Je vais venir l'encadrer. Je vais encadrer avec le poids. Ah, un peu de galère. Je sais pas pourquoi il veut pas. Voilà. Donc, et voilà notre résultat. Donc pour la question D, on a montré la condition de roulement sans glissement à travers notre raisonnement. Et puis, on a explicité toutes les composantes qu'il fallait. Et on a obtenu la même condition que dans l'énoncé. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Alors, des fois, vous me voyez beaucoup regarder à côté. C'est parce qu'en fait, j'ai mes notes, l'exercice que j'ai résolu sur le papier. Et puis, pour pas devoir toujours recalculer les expressions, je regarde directement. Et puis, je note. Par exemple, au lieu de recalculer tout le produit vectoriel, vu que je l'ai déjà calculé, je le réécris et je laisse ça pour vous. C'est simplement des maths, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Donc, question E. Dans le cas où oméga 1 est constante, que peut-on déduire pour la composante de la force de frottement Fs selon E3? Déduire une expression pour la force de soutien normale exercée par le plateau, ils se sont trompés, sur la meule en fonction de grand M, G, I parallèle, I perpendiculaire, oméga 1, oméga 2, alpha, epsilon et Fs, qui est la norme de Fs. Donc, je vais juste noter un point. Exercice E, je note. On nous demande si oméga 1 est constant déjà, donc cela implique que oméga 1 point égale à 0. Et donc, on nous a demandé dans la question, que peut-on déduire pour la composante de force de frottement Fs selon E3 si oméga 1 point est nul? Donc je prends ces équations du mouvement et je vois que ça c'est égal à 0 si oméga 1 est constant. Donc on voit que Fs3 c'est égal à moins T3. Donc on fera plutôt T3 égale à moins Fs3.
plus le théorème, ici, le théorème du moment cinétique, on a que si oméga 1 point est nul ici, on a que LT3 égale 0, donc T3 égale 0. Donc de plus, le théorème du moment cinétique implique T3 égale 0. Donc Fs perpendiculaire, on va le noter Fs, vu que maintenant il n'y a plus le Fs3, la norme de Fs c'est Fs, et Fs3 égale 0. Voilà ce qu'on peut déduire si oméga 1 est constante. Maintenant on demande l'expression de la force de soutien normale exercée par le plateau sur la meule. Alors, on nous demande ça parce que maintenant on a beaucoup simplifié les expressions. On n'a plus le oméga 1 point, donc il n'y a plus l'équation différentielle. On aura juste une relation entre les forces et on n'a plus qu'à isoler le ns pour obtenir l'expression de ns. Donc, alors là, ça va être un peu lourd, mais ça va aller tout de même. Donc, comment je peux exprimer ns ? Maintenant, ça nous a servi d'avoir fait les équations du mouvement, du centre de masse, et le théorème du moment cinétique, parce qu'on voit, ici, on a le ns, on a le T2, ici, et puis on a le T2, ici aussi. Donc, je vais multiplier par L dans cette équation-là, et pour obtenir l'expression de LT2 que je vais injecter dans le théorème du moment cinétique et je vais isoler ns. Donc c'est avec ça qu'on travaille en solide indéformable pour exprimer le mouvement. Donc, allons-y. De l'équation du centre de masse. On a que LT2, je regarde si j'ai bien mis moins, non, LT2, je multiplie par L. Donc c'est quoi? C'est moins ML, moins ML carré, oméga 1 carré sin alpha cos alpha, moins LMG sin alpha, plus LNS sin alpha, plus LFS cos alpha. Donc je passe tous les termes de l'autre côté, ici, pour isoler le LT2. Donc je note moins ML carré, oméga 1 carré, sin alpha cos alpha, moins LMG sin alpha plus LNS sin alpha plus LFS cos alpha. Et donc voilà notre expression de LT2. Alors c'est un peu, faut vraiment pas se tromper sur les cos alpha, sin alpha, parce que sinon ça nous donne une expression qui est fausse. Donc vraiment, faire très attention. Donc maintenant, si je pars de cette expression et que je l'injecte dans mon expression du théorème du moment cinétique, on remplace dans le théorème du moment cinétique alors on a comme ça ne dépend pas de T2, on a ici l'expression du moment cinétique
moins RNS cos alpha moins RNS cos alpha plus RFS perpendiculaire sin alpha. Maintenant, je fais moins LT2, vu que regardez, ici j'ai le moins LT2. C'est la première partie de l'équation. Donc j'écris moins LT2, ça va être quoi? Ça va être plus ML carré oméga 1 carré sin alpha cos alpha plus donc sin alpha cos alpha plus LMG sin alpha moins LNS sin alpha moins LFS cos alpha. D'ailleurs, il y a une erreur ici, il n'y a pas de FS perpendiculaire, hein. Maintenant c'est la norme CFS. Donc, ah oui, et j'allais dire, oui, donc de ça, on transforme tous les moins en plus et les plus en moins, c'est tout. Et donc ça, c'est égal à la deuxième partie de l'équation, qui est ça. Oméga 1, donc on a oméga 1 carré sin alpha cos alpha ok plus I parallèle fois oméga 1 oméga p sin alpha. Donc maintenant je vais venir factoriser le NS. Ça implique que NS fois moins R cos alpha plus moins L sin alpha est égal à moins, je vais passer les termes de l'autre côté, on a oméga 1 carré sin alpha cos alpha fois I parallèle moins I perpendiculaire plus I parallèle fois oméga 1 oméga p sin alpha. Je passe les termes de l'autre côté, donc j'ai moins RFS sin alpha moins RFS sin alpha moins ML carré oméga 1 carré sin alpha cos alpha moins LMG sin alpha plus LFS cos alpha. Donc j'ai tout simplement passé les termes de l'autre côté. Donc j'ai le plus LMG qui se transforme en moins LMG, le moins LFS qui se transforme en plus LFS. Voilà. Maintenant, je vais venir diviser par ce terme-là, tout simplement, pour obtenir mon expression pour NS. Alors, ça implique que donc NS c'est égal, je vais dire d'abord avant ça, je vais diviser par moins R, je vais diviser par R et par sin alpha. Comme pourquoi ici j'aurai moins cotangente alpha et ici j'aurai epsilon. Parce que cotangente c'est quoi? C'est cosinus sur sinus. Donc on pourrait diviser dans l'autre sens, hein, mais là c'est juste pour... Je fais cette manipulation là. Donc maintenant j'ai oméga 1 carré sin alpha cos alpha I parallèle moins I perpendiculaire divisé par R sin alpha. Les sin alpha se simplifient.
Du coup, maintenant j'ai un plus I parallèle oméga 1 oméga P sin alpha sur R sin alpha. Les sin alpha se simplifient. Moins RFS sin alpha sur R sin alpha. Les R sin alpha se simplifient. Moins ML carré oméga 1 carré sin alpha cos alpha sur R sin alpha. Les sin alpha, ils se simplifient. Donc, on a moins L mg sin alpha sur R sin alpha. Le sin alpha se simplifie. Plus L fs cos alpha sur R sin alpha. Ça se transforme en cotangente alpha. Et puis, j'écris avec cotangente alpha égale à cos alpha sur sin alpha. C'est simplement la trigonométrie. Maintenant, je vais passer le terme de l'autre côté. Ça implique que ns est égal à moins 1 sur cotangente alpha plus epsilon, on distribue le moins, fois oméga 1 carré. Alors là, je vais factoriser. J'ai I parallèle oméga 1 oméga P sur R. Donc, fois... Non, pardon, j'ai ça simplement, c'est ce terme-là. Ce terme-là, plus I parallèle moins I perpendiculaire moins ml carré. Ils ont tous le même facteur commun. C'est oméga 1 carré cos alpha. Oméga 1 carré cos alpha sur R. Voilà. Je sais pas pourquoi sur la feuille je l'ai inversé, l'ordre. C'est pour ça que j'ai un peu bugué sur ce terme là, mais sinon c'est tout simplement des maths. Maintenant j'ai moins mg, c'est quoi? L sur R, c'est moins epsilon mg moins fs, qui est ce terme là au-dessus, moins plus fs epsilon fs cotangente alpha. C'est ce terme là. L sur R c'est epsilon, fs cotangente alpha. Et c'est tout. Alors maintenant, ça c'est mon expression pour le soutien ns, sauf que on nous a demandé en fonction d'oméga 1, oméga 2, et là j'ai l'oméga p. Donc je vais expliciter oméga p avec son expression que j'ai trouvée dans le roulement sur glissement. Donc, et je vais le mettre dans la force de soutien ns. Donc ns est égal à moins 1 sur cota alpha plus epsilon fois I parallèle oméga 1 sur R fois oméga 1, oméga 2 moins oméga 1 epsilon sin alpha plus cos alpha plus I parallèle, le reste ça change pas, moins I perpendiculaire moins ml carré
fois oméga 1 carré cos alpha sur R moins epsilon mg moins, là je factorise par fs, j'ai 1 moins epsilon cot alpha fs. Et voilà pour l'expression de la force de soutien. Alors c'est une expression un peu longue, mais vraiment même moi, si on fait pas attention, on manque des termes, des factorisations, mais vraiment si on revient sur les termes et on regarde bien, si on a bien tout fait, c'est surtout ça. Le reste c'est des mathématiques, il faut passer, factoriser, diviser, de la trigonométrie. Donc voilà, on a l'expression de ns en fonction des données du problème. Et donc on a terminé l'examen, la partie 3 et l'examen, donc en l'occurrence de physique avancée. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.